Mercredi 4 avril 2018, venez, très chers téléspectateurs, venez. Nous sommes là, très heureux d'être en votre compagnie. Toutes nos excuses si demain, hier, pardon, il n'y a pas eu d'émission, parce que voilà, c'était vraiment indépendant de notre volonté, mais cela n'altère en rien le plaisir que nous avons à vous retrouver avec en ma compagnie la charmante, tonitruante et magnifique fille baoulée, donc qui n'est pas encore sortie totalement de la PAC, Nessie Ndri, la fille de Pitiessi. Effectivement, nous sommes encore dans la PAC, on a vécu beaucoup de choses. Et ici, également, vous verrez beaucoup, alors là, beaucoup de choses. Bonne nouvelle pour tous ceux qui vivent une déception amoureuse, parce que notre psychologue maison, elle est là pour parler de comment vivre après une déception amoureuse, si vous voulez. Non, on ne parle pas de déception amoureuse, disons les choses telles quelles en Côte d'Ivoire. Comment survivre à un goumen? À un goumen. Quelles sont les recettes, les secrets? Voilà. Nous tous, on a été touchés par un goumen. Moi-même qui vous parle, j'ai été gouminisé pendant longtemps. Mais comment vous avez pu gérer? Mais j'ai géré ça avec la prière, avec un peu de zouk pour oublier. Et vous, comment vous faites? Ce sera la grande question. Effectivement, on en parlera avec Bernadette Assonguesson, mais avant, on parlera français avec Inao Zappé. Cédric Lombardo sera également là pour parler écologie, sans oublier tous les éléments que nous avons là à vous proposer. Et Marco, le premier élément, va permettre aux téléspectateurs de revivre la Paquinou. Séance de rattrapage, mesdames et messieurs. Nous jouons les prolongations. Paquinou obligé, Matémoneur, réalisation. Soro, félicité, très frustrée parce qu'elle n'a pas pu être dans un village baoulé. Oui, la nourriture, l'ambiance, et puis il y a toujours le son de... C'est qui? C'est Nguez Monsens qui chantait, non? Bien sûr. Michael Jackson de Baoulé, donc qui est omniprésent pendant les fêtes de Pâques. Vous êtes déjà parti dans un village baoulé pendant les fêtes de Pâques? Oui, dans plusieurs villages baoulés. Ouais, c'est magnifique, c'est impressionnant. On en parle comme ça toutes les fois, mais il faut... Ça ne s'explique pas, ça se dit, ça se vit et ça se sent. Effectivement, ça se sent. Et également, la fête aussi se sent. Après, l'après-fête se sent. Quand après la fête, la défaite. Trop mangé, quand on a trop bu, ça se sent, Marco. Ben oui, après la fête, la défaite, comme on dit, il y a beaucoup d'énergie, tout ça, il faut se reprendre parce qu'il y a d'autres fêtes qui arrivent. Hein. C'est quoi la prochaine fête même, c'est quoi? Nous sommes en avril. Hein. Il y a quoi? Il y a le ramadan, c'est ça, hein? Il y a le ramadan qui vient, il y a la Pentecôte, il y a la fête des mères. Bon, il y a surtout, la fête des mères. Oui, c'est parti. Surtout, la fête des mères, une très très grande fête, prise par les femmes, les hommes aussi. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Nessie. Toutes les fêtes tournent autour des femmes. Par exemple, même pour Paquinou, chérie, fais-moi un transfert, parce que pour la fête des mères, même pour la fête des pères. Chérie, fais-moi un transfert parce que je suis fier que tu sois le père de mes enfants. C'est une raison de faire un transfert pour la fête, la fête des pères. Ça prouve que la femme est vraiment la mère de l'humanité. Vous savez, toute l'humanité est passée par la femme. Bien sûr, Marco. Alors, on a parlé de mon gourmet, vous avez été déjà gouminisé? On m'a dit que vous sortez d'un gourmet.
Non, pas Très du frais. tout. Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas de gourmet en ce moment? Ouais, pas du tout. Alors, en ce moment, ça va. Dis-moi quel genre de gourmet tu as, je te dirais comment le régler. Ce sera la quintessence de la thématique avec Madame Bernadette Assou-Nguessan. Mais avant, ici, on faisait un peu de sport pour éliminer tous les kidjenou, tout ce qu'on a mangé tout au long de ce week-end pascal. On y va. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute la sous-région. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui encore, on va partir pour du cardio avec des exercices tels que les burpees, avec des pompes claquées. Donc apprêtez-vous à transpirer. Pour ça, il faut faire un peu d'espace autour de vous. Et puis on part directement pour des échauffements. Regardez, on enroule juste les épaules là. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, on va faire des flexions au niveau des jambes là. Allez, 1, 2, 3, on en fait 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, on relâche un peu les jambes. Premier exercice du jour, les burpees. Alors, pour faire les burpees, on écarte les pieds. Regardez, on fait un squat, on met les mains au sol là. On pousse les jambes loin derrière, on ramène sur le côté, on se lève et on fait un saut, d'accord? On va essayer de faire 8, 2 fois, d'accord? Allez, si vous ne pouvez pas le faire avec les sauts, vous faites un squat, on met les mains au sol, on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, on ramène la jambe droite, on ramène la jambe gauche, on pousse, on se lève et vous annulez le saut tout simplement. Vous restez là, d'accord? On en fait 8, 2 fois. Allez, 3, 2, 1... Top, c'est parti. Allez, un squat. On met les mains au sol. On pousse. On revient. Un saut. 1, 2, 3. Super. 4, 5, 6, 7. Le dernier. Et 8. Super. Allez, on souffle. On respire, prenez le temps de bien respirer, d'accord? On inspire par le nez, on souffle par la bouche là. Soufflez, 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 on va repartir encore pour une dernière série pour cet exercice qui est très efficace pour perdre du poids et pour avoir un très bon cardio, donc n'hésitez pas à le faire chez vous. Allez, on repart encore. Les filles, c'est bon? Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, un squat. On met les mains au sol, on pousse et on revient. 1, super. 2, 3, 4, on met plus de rythme, 5, 6, 7, et 8, super. Allez, on souffle, on respire, prenez le temps de bien récupérer votre souffle. Le dernier exercice qu'on va faire, ce sont les pompes, d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas faire les pompes sur la poignée, puis on va les faire sur les genoux, regardez, on reste là, on descend bien la poitrine et on remonte, on perd une seconde là. 1, 2, d'accord? On va essayer de faire 2 fois 10. Allez, les filles, on se met en position. Allez chez vous aussi, vous vous mettez en position, vous allez en même temps que nous. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, et 10, super. Allez, on souffle, on relâche un peu au niveau des bras. Allez, soufflez, relâchez, relâchez, relâchez. Les filles, ça va? Ça va, Flora? Ok, chez vous aussi, j'espère que ça va. Allez, continuez un peu, on part pour le dernier passage. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez. On souffle, on respire, relâchez un peu les bras. Ok, si vous avez un peu de temps encore chez vous, vous pouvez étirer votre triceps, là, comme ça. Ok, les deux bras. Vous pouvez aussi tendre le bras de cette façon pour étirer la face avant, justement, comme nous faisons là. Ok,
Et puis après, vous relâchez au niveau des épaules, juste pour vous détendre un peu les bras, parce qu'ils ont beaucoup travaillé aujourd'hui avec les burpees et les pompes. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, ciao! On espère que vous avez bien pris le soin d'exécuter les mouvements de notre coach Fabrice. C'est important. C'est vrai que vous allez avoir un tout petit peu mal, normal, samedi, dimanche, lundi sans faire de sport. Il y a quand même des petits bobos, mais bon, avec des étirements, ça va passer. Et Isidore, bonjour à vous et bonne journée, puisque c'est votre jour, Isidore, Marco. Isidore, je sais que Nessie va dire encore que c'est un vilain prénom. Disons la vérité. Nessie a un très gros dos. Ben, elle a Nessie, donc c'est un joli prénom. Vous dites à l'antenne, devant la nation, devant le monde entier, qu'Isidore, c'est joli. Et surtout les prénoms dérivés, Isidora, vous voyez. Isidorine. Isidorus, Isidoro. Isidoro. Ça me rappelle un film. C'est bien en diminutif. Easy. Easy. Bah, easy, c'est plus simple. Voilà. Alors, et en même temps, Marco, les Isidores ont pour eux la patience, l'humilité et le sérieux. Ce sont des hommes simples et honnêtes, appliqués, méthodiques, qui ne prennent rien à la légère. Alors, selon vous, les Isidores, ils sont naïfs ou sages? Bah, ça dépend de vous. ils sont mixtes. Ils sont mixtes. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, en ce 94e jour de l'année. Nous nous approchons tranquillement vers le jour numéro 100. Et aujourd'hui, nos pensées courent vers les États-Unis. Précisément, s'arrêtent au niveau donc, de ce grand combattant pour la cause noire, Martin Luther King, pasteur baptiste et homme politique américain. Vous le savez, prix Nobel de la paix en 1964, né donc le 15 janvier 1929, est abattu donc à ce fameux balcon d'un hôtel qui est devenu maintenant un musée. Donc, Martin Luther King Jr., né à Atlanta, est originaire d'une famille de pasteurs et bénéficie d'un milieu social plutôt favorable. En 1954, il devient pasteur baptiste et SS à Montgomery, dans l'Alabama. C'est là que tout va commencer. Il est précurseur de plusieurs mouvements de lutte. Parmi elles, en 1963, il est à la tête des grandes campagnes. Et puis, on ne peut parler de Martin Luther King sans évoquer ce discours de 9 minutes et 15 secondes, estampillé « I have a dream ». Aujourd'hui, c'est férié, chômé et payé aux États-Unis. Voilà, qui aurait imaginé, Nessie, qu'au début de cette lutte-là, cet homme noir, pour parler comme ça, de façon triviale, serait aujourd'hui à la base d'un jour férié. Ce n'est pas n'importe qui mérite un jour férié au pays de l'oncle Sam. Effectivement, comme quoi les bonnes luttes ne sont jamais vaines, Marco. Absolument. Et également, aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre. Les États membres, la société civile et l'ONU doivent s'employer à créer des conditions législatives, sociales et économiques permettant aux survivants de jouir de leurs droits et jouer un rôle productif au sein de la société. 6h08 partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie et de nous tendre vos mains afin que nous puissions les tenir et vous conduire donc dans ces premières heures de la matinée. Nous allons parler donc de beaucoup de sujets. Aujourd'hui, c'est la thématique famille. Il s'agit du goumen. Passez le message à vos voisins. On va parler du goumen. En d'autres termes, les déceptions amoureuses. Comment sont sorties les recettes de notre spécialiste, Madame Bernadette Assou-Nguessan. Tout à l'heure, c'était la gym. Mais la gym aussi, parfois, quand c'est à grande échelle, parfois dans les sports, ça devient assez dangereux, surtout des sportifs de haut niveau. Avec eux, on va parler maintenant de commotion cérébrale. On y va. Rugby, football américain, hockey sur glace ou boxe ont un point commun. Ce sont des sports de contact qui engendrent des chocs violents des corps des sportifs, y compris de leur cerveau. On parle de commotion cérébrale, un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Lors du choc, le cerveau tape dans la paroi osseuse. Selon la violence du coup, ce mouvement peut se répéter plusieurs fois. Dans 10% des cas, la commotion entraîne un chaos, une perte de connaissance du sportif. Au moment du choc, un nombre immense de neurotransmetteurs du cerveau sont stimulés et vont réagir en même temps. Cette suractivité provoque une surcharge dans le système nerveux, un orage électrique qui court-circuite le système nerveux à travers le corps. Tous les muscles se relâchent et le sportif s'effondre. Dans 90% des commotions cérébrales, le sportif est seulement sonné, mais son cerveau souffre néanmoins d'un œdème. Les conséquences sont nombreuses.
D'abord, le syndrome post-commotionnel, de quelques minutes à plusieurs jours, se traduit par des maux de tête, de la fatigue, confusion et désorientation, troubles de la mémoire, anxiété. À plus long terme, et dans le cas de répétition de commotion cérébrale, les sportifs peuvent souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, mélange d'Alzheimer et de Parkinson, dont les symptômes sont de fortes migraines, des problèmes d'ouïe, des dépressions lourdes et des pensées suicidaires. Si un grand nombre de boxeurs professionnels développent les symptômes de cette démence pugilistique, la quasi-totalité des anciens footballeurs américains professionnels en souffrent aussi. Les rugbyman sont aussi touchés par ce phénomène. Ça fait peur, hein, ici. Ça fait peur. Je me demande bien comment faire pour éviter cela, parce que ce sont Les casques. Les casques. Il y a des casques nouvelle génération, par exemple le gardien Petr Cech, le gardien d'Arsenal maintenant, qui était auparavant le gardien de Chelsea, c'est ça, non? Il était à Chelsea, il est maintenant à Arsenal, donc il est obligé de jouer avec des casques à vie. C'est dangereux. Mais ils devraient tous porter des casques alors. Non, mais enfin... C'est dangereux. C'est très dangereux. Ça fait peur. Il faut avoir la précaution de tous les instants d'ici. C'est vrai qu'on aime le sport, mais il faut aller mollo mollo. Et lui, il adore le sport, Marco. Il est handicapé, mais son handicap ne le freine en rien, Marco. Et ça, ce sera tout à l'heure. Restez avec nous. On va suivre donc cet élément avec ce gardien handicapé qui montre à tous ceux qui nous accostent dans la rue qu'il y a une autre solution que de mendier. Ok. Madame Zappé, Inao, Rachel, bonjour. Bonjour, Marco. Bonne fête de Pâques en retard, c'est pas grave? C'est pas bien grave. Ça s'est bien passé? Oui. C'était bien les repousailles? Oui. C'était très bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu dans notre besace francophone aujourd'hui? Bien. La dernière fois, nous n'avons pas pu achever ce que nous avions dans la besace. Donc, nous allons aujourd'hui épiloguer sur entendre de ses oreilles. Il est seul, unique en son genre. Ensuite, nous allons nous intéresser au thème jumeaux et deux fois. Ok. On va démarrer avec entendre de ses oreilles. Entendre de ses oreilles. On veut entendre de nos oreilles ce que vous avez à nous dire ce matin. Entendre. Entendre fait référence, bien sûr, au verbe entendre qui ramène à l'organe de sens qui est lui. Donc, quand on parle de entendre, c'est bien évidemment avec les oreilles. On ne peut pas entendre avec autre chose que les oreilles. Donc, associer entendre et oreille, c'est faire du pléonasme. Et par abus de langage, nous entendons certaines personnes le dire. Il faut se détacher de cette expression. C'est entendre quelque chose, entendre parler, mais pas entendre des oreilles. Lorsqu'on entend, c'est lui, c'est l'oreille. On entend très souvent dire « j'ai entendu de mes deux oreilles ». De mes deux oreilles. Comme s'il y avait une troisième. Il est unique et seul en son genre. Il est unique et seul en son genre. Ce qui dérange dans cette expression, c'est employer à la fois unique et seul. Quand on est unique, cela sous-entend qu'on est seul. On est seul, cela sous-entend qu'on est unique. Donc, on n'a pas besoin d'associer les deux. Il faut simplement prendre l'un ou l'autre. Par exemple, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Il est unique en son genre. En son genre. Il est seul en son genre. Donc, il ne faudrait pas associer à la fois unique et seul. Mais est-ce que c'est pas une exagération voulue pour mettre l'accent? Une exagération voulue qui tend vers la fantaisie, qu'il ne faut pas utiliser dans le langage. Mais avec une virgule, ça change tout. Hein. Il est unique, virgule, seul en son genre. Ça c'est possible? On est toujours dans le pléonasme. D'accord. Il est unique. On dira, si c'est par exemple dans l'argumentation, on parlera d'une explication peut-être à la suite. Une explication à l'intérieur de laquelle on répète le mot qui a été déjà utilisé au préalable. Mais là encore, quand on arrive dans le texte argumentatif, vous savez avec moi que le texte argumentatif, il y a des éléments qui sont des éléments secondaires, donc répétés, qui ne sont pas utiles généralement dans le texte qu'on peut supprimer et le texte garde son sens. C'est dans ce même contexte-là. D'accord. Les deux jumeaux ou les deux jumelles. Waouh. Cette expression qu'on entend communément. Cette dame vient d'avoir deux jumeaux. Mais lorsque vous dites deux jumeaux, ça fait 4 enfants. Ça fait 4 enfants. Ça fait 4 enfants. Donc il faut faire très attention à cette expression. Des jumeaux, c'est une paire.
donc des enfants nés d'une même grossesse, donc qui ont logé dans le même utérus. Alors, quand on veut parler des jumeaux, ce n'est pas deux jumeaux, ce sont des jumeaux, simplement, ou des jumelles. Et cela m'a permis aussi de tourner un regard vers un reportage où on demandait comme ça à des passants, quand une femme fait 3 enfants, comment est-ce qu'on les appelle? Et puis, il y a un passant qui répondait comme ça, mais ça fait jumeau, jumeau. Donc, on va profiter aussi pour donner ces différentes appellations-là à nos téléspectateurs. Pour ne pas qu'ils se fatiguent en faisant jumeaux, voilà, jumeaux. 3 enfants, soit dit en passant, 3 enfants, c'est un triplé. Des triplés. Des triplés. Des triplés. Des quadruplés, des quintuplés. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'est mieux. Donc, c'est mieux que... On va continuer, Marco. Oui. Ensuite, non, Nessie, continue. Nessie, continue, oui. Mais j'ai dit des triplés. Il est à 5. Je suis à 5 quintuplés. Ensuite La suite. Des sextuplés. Des sextuplés et 7. 7, on y va? On y va? Des septuplés. C'est correct. 8. Octuplés. Des octuplés. Des 9 nonuplés. Nonuplés. Et 10 diplés. On a des décuplés. Décuplés. Ah, ça, 10 décuplés. Est-ce que ça existe, quelqu'un faire 10 enfants du même grossesse? Cela n'a pas encore été constaté. Ouais. Sinon, dans nos villages, ça peut exister. Et puis, il faut le dire, ces enfants qui naissent généralement, qui sortent de la même poche de l'utérus, il est rare que ces enfants-là résistent. Ah, oui. Selon les différentes informations que nous avons, au-delà de 3 ans, ce n'est pas évident que ces enfants-là, ils restent. Ça, c'est docteur Rachel Inaou-Zappé qui parle. Là, c'est plus la spécialiste en français. Alors, autre expression? Nous sommes maintenant à 2 fois. 2 fois. Voilà. Avant d'épiloguer sur cette expression, je vais prendre un exemple pour pouvoir l'élucider. Nous avons « Elle vient chez moi 2 fois ». C'est des fois. Non, oui, pas 2 fois, mais des fois. Et d'ailleurs, le des fois que nous employons, il est dans le langage familier. Ce n'est pas le langage courant, ce n'est pas le langage soutenu. C'est un langage familier qu'on accepte déjà. Donc, il ne faudrait pas le déformer. Ce n'est pas 2 fois, c'est des fois. Des fois qui remplacent parfois ou quelquefois. Certaines fois aussi. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec l'emploi de des fois. Ce n'est pas 2 fois, c'est des fois. D'accord. Ah oui, c'est très, très important à savoir. Alors, récapitulatif, entendre de ses oreilles. Il est unique et seul en son genre. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Les 2 jumeaux ou 2 jumelles, jumeaux. Et puis, 2 fois. Voilà, donc... Entendre de ses oreilles, lorsqu'on entend, c'est avec les oreilles. Donc, il faut sur soi l'expression oreille lorsqu'on emploie le verbe entendre. Ensuite, nous avons, il est unique et seul en son genre. Quand il est unique, cela sous-entend qu'il est seul. Quand il est seul, cela sous-entend qu'il est unique. Donc, il faut employer l'un ou l'autre, mais pas les 2 à la fois. Ensuite, jumeaux, ce n'est pas 2 jumeaux, ce sont des jumeaux, c'est-à-dire une paire d'enfants. Donc, il faut éviter désormais... En parlant de 2 enfants nés d'une femme, d'une même grossesse, il faut dire plutôt des jumeaux et non 2 jumeaux. Quand vous parlez de 2 jumeaux, automatiquement, vous êtes à 4 enfants. Et puis enfin, l'expression 2 fois n'est pas correcte, c'est des fois. Des fois qui, ma foi, c'est un langage familier. Si on peut même le remplacer par ces synonymes, les adverbes parfois et quelquefois, cela serait plus commode. Alors, d'autres expressions qui ne sont pas épinglées, qui ne sont pas sur au programme qu'on peut... J'ai une autre expression, Allez-y. Sa bouche a dit ou ma bouche a dit. C'est une expression qu'on entend. Est-ce qu'elle est correcte? C'est une façon de parler, mais c'est avec la bouche normalement qu'on parle. Mais attention, on peut parler du regard. On peut aussi parler avec la gestuelle. Donc sa bouche l'a dit, elle est correcte cette expression. C'est vrai qu'il y a une insistance dedans. Elle donne l'impression que c'est un pléonasme, mais attention, parce qu'au-delà de la bouche, l'expression peut sortir, quand on entre dans le système direct de la communication, l'expression peut sortir ailleurs. Alors, ne riez pas, c'était très sérieux. À midi premier avec Mariam Touré, donc je me rappelle très bien, parce que c'est ma sœur Mariam, il y a quelqu'un qui venait qui a dit « Je suis très heureux de vous voir de vive voix ». Donc, il était très ému peut-être de voir Mariam.
Et ça, c'est... Donc, il a dit, je cite, « Je suis très heureux de vous voir de vive voix. » De vive voix. De vive voix. Et Marco, ça vous a marqué. Oui, Mais on ne peut pas voir de vive voix. Donc, l'expression correcte... Je suis très heureux de faire votre connaissance. Ou de vous voir de près. De près, voilà, de vous Simplement. voir de près. On ne peut pas voir quelqu'un de vive voix. Ça, franchement, on imagine un peu le niveau d'émotion. Alors, vous avez des recommandations? Parce que bientôt les examens, oui. des erreurs à ne pas commettre oui. pour les élèves, les étudiants, tout ça. Je voudrais bien revenir sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Ah, ça. Sur lequel nous sommes revenus la dernière fois. Non, bête noire, ça. Je crois que j'ai vu comme ça une publication sur les réseaux sociaux où un jeune homme a mis une phrase et il a demandé comment se fait l'accord de ce verbe pronominal à l'intérieur. J'avoue qu'il y a eu diverses réponses et donc nous allons essayer d'élucider cela ce matin. Faites très attention avec l'accord des verbes pronominaux. J'ai vu comme ça une réponse où il disait « Il n'y a pas à réfléchir, ce verbe pronominal, c'est l'auxiliaire être, donc il s'accorde en genre et en nombre. » Non, je suis désolée, avec les verbes pronominaux, cela ne fonctionne pas ainsi. Avec les verbes pronominaux, lorsqu'on a un verbe pronominal, il faut d'abord chercher à savoir à quelle catégorie il appartient. Parce que les verbes pronominaux, il y en a qui sont essentiellement pronominaux et il y en a qui sont occasionnellement pronominaux. Exemple. Verbe essentiellement pronominal, nous avons le verbe s'absenter. Nous avons le verbe s'enfuir. Nous avons le verbe s'abstenir. Se promener. Se promener. Non. Il n'est pas essentiellement pronominal parce qu'on peut dire promener. Elle promène son chien. Avec les verbes essentiellement pronominaux, donc dits essentiellement pronominaux, il faudrait rechercher dans la phrase le sujet. Et donc, le participe passé fait son accord très paisiblement avec le sujet. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Elles se sont absentées au cours. Le verbe absenter est essentiellement pronominal. Alors, on regarde le sujet. Le sujet, c'est elle féminin, pluriel, alors absenté, prend l'accord du sujet qui est féminin, pluriel. Donc, E accent aigu, E muet, S. On descend aux verbes occasionnellement pronominaux. Ces verbes-là font leur accent, qu'ils soient passifs, réciproques ou actifs. Ils font leurs accords avec le complément d'objet direct placé avant. C'est vrai que vous voyez l'auxiliaire être, mais attention, malgré l'auxiliaire être, avec les verbes occasionnellement, il faut chercher le complément d'objet direct. Lorsque vous avez le complément d'objet direct, s'il est placé avant, alors vous accordez le participe passé de ces verbes dits occasionnellement pronominaux avec le complément d'objet direct placé avant. Voilà. On va peut-être prendre un exemple. Allez-y. Elles se sont lavé les pieds. Dans cette phrase, nous n'avons pas de complément d'objet direct. Nous avons un complément d'objet indirect. Elles ont lavé les pieds à qui? À elles-mêmes. Se placer pour elles-mêmes. Alors, laver va prendre juste un accent aigu. Il n'y a pas d'accord, puisqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. OK. J'espère que cela va servir à nos élèves qui suivent l'émission et qui vont suivre la reprise de l'émission dans l'après-midi. Et puis, comme ça, jusqu'à l'approche des examens, nous allons essayer de lever l'équivoque sur ces petites colles-là. Même s'ils n'ont pas l'occasion de revoir l'émission l'après-midi, ils ont la possibilité de partir sur YouTube ou sur le site internet de la RTI. La page Facebook, tout ça, pour avoir toutes les informations. La prochaine fois, nous allons revenir sur un aspect aussi qui, ma foi, coince dans le langage, les homophones non homographes. On peut en avoir un avant-goût? Oui. Les homophones, d'abord, quand on parle d'homophonie, c'est le son. Homographe, c'est au niveau de l'orthographe. Donc, on a des mots comme ça qui se prononcent de la même manière, mais attention, lorsqu'on arrive à l'orthographe, il y a problème. Quand je prends vert, vert, vert et vert. Vert, nous avons la couleur. Vert, nous avons la direction. Vert, nous avons le récipient à l'intérieur duquel on boit. Vert, nous avons l'insecte, le ver de terre. Donc, il faut faire très attention à ces expressions-là, qui se prononcent de la même manière, mais lorsqu'on arrive à l'écrit, il y a des difficultés.
très, très différent. Et c'est pas évident. Moi, ce qui ma hantise, hein, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire Avoir. avoir. Ouh là là là. Sur lequel nous sommes revenus. Ah oui, on est Pendant revenu que maintes fois, mais après, Eva était là. quand ma fille m'interpelle là-dessus, je suis obligé de faire comme si j'étais au téléphone. Mais attention, Marco, nous sommes revenus là-dessus sur le plateau. Mais on est revenu là-dessus tout au long de ma scolarité, mais ça me fatigue toujours. Donc, Moi, je crois que ça a été quand même élucidé, là. Oui. Bon, là encore, heureusement qu'on n'a pas de tableau. On va dire, l'année prochaine, ou bien la saison prochaine, on va mettre un tableau et puis on va avoir Mais là, on peut demander à exercices. Marco de nous faire une phrase et puis il va faire l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir pour qu'on sache si cela est acquis ou pas. Pardonne à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Oui. Allons-y. Alors, Nessie veut me venir en aide. Allez, Nessie. Pardonnons à ceux qui Pardonnons nous à ont ceux qui nous offensés. On y va? Offensés Oui. s'accorde avec Avec- offensés. S'accorde avec quoi? Avec ceux qui est placé Qui est placé où? après, Pardonnons à qui? à ceux. Ceux. Quelle est la fonction de ceux? Ceux. Pardonnons à qui? Nessie. Lorsqu'on dit à qui? Je précise que c'est un Dieu qui anime, c'est pas une seule personne. Oui. Nessie, vous pouvez parler aussi. À qui? Pardon, À qui ceux. fait appel à un complément d'objet J'ai- indirect. Indirect, oui. Le complément d'objet indirect placé avant. Avant. Il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, pardonner va rester intact. Il y a une seule condition pour que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde. C'est offensif. Oui. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons à ceux qui Pardonnons, pardon, à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons à qui? À ceux. à ceux. Voilà. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Indirect. Alors, Donc, ne s'accorde offensé pas. ne peut pas s'accorder. Offensés. Par contre, quand je dis C'est bien beau de parler Les derrière la membres- caméra. Nos collègues, là, vous parlez derrière la caméra. Devant ici, ça change. Hein? Oui. Par contre, lorsque je dis les mangues que Nessie a apportées sont belles. Les manques que Nessie a apportés sont belles. Nessie, expliquez-nous comment ça se passe. Oui. Les mangues que Nessie C'est vous a qui avez apporté les apportées mangues. sont belles. D'accord. Oui. Donc, on est sur quoi? Il faut d'abord chercher dans la phrase le complément d'objet direct. Les mangues que Nessie a apportés sont belles. Nessie a apporté quoi? Les mangues. Les mangues. Les mangues. Les mangues. Il est placé. Complément d'objet Objet direct placé direct placé avant le avant le verbe. verbe. Alors, apporter C'est- va prendre l'impact du complément d'objet direct. Donc, à apporter, on va retrouver E accent aigu et muet S. Ce qui est FD. Merci beaucoup. On a fait ça, on a fait semblant de ne pas connaître un genre pour que tout le monde puisse savoir autour de nous. C'est ça aussi la fonction d'animateur. Franchement, vous revient. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Le journal, donc les informations qu'elle nous a apportées, qu'elle nous a ramenées, c'est bien sûr Maïsako, c'est dans un instant. Merci beaucoup, madame Je vous en prie. Zapé, Rachel, On vous retrouve la retrouve semaine prochaine. prochaine. Je vous en prie. Avec Météo, information, JT, on y va. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée, le temps sera partiellement couvert avec une domination progressive du soleil dans les régions du nord et celle de la bande centrale. Au sud du pays, le temps sera également sous un ciel partiellement couvert, même si on ne devra pas exclure des risques de pluie localisés tôt le matin, notamment sur les régions du littoral. Les températures pour la matinée, on notera 25 degrés comme maximale à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 degrés dans le Gbeke à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dambokro, 23 degrés à Gagnoa dans le Gor, 24 degrés dans le Poro à Korogo, 21 degrés, ce sera la minimale à Mans, 23 degrés à Odiné, 24 degrés à San Pedro, il fera 23 degrés à Sassandra, 22 degrés à Tabou, enfin 24 degrés à Yamoussoukro.
L'après-midi sera sous un ciel partiellement nuageux à généralement nuageux sur l'ensemble du pays. Cependant, en fin de période, on pourrait observer quelques bourgeonnements nuageux pouvant occasionner des pluies localisées, notamment à l'ouest, dans le sud forestier, enfin sur les régions du littoral. Les températures pour l'après-midi, on notera 32 degrés à Abidjan, 31 degrés de minimal à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, comme dans le Béquet à Boaké, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro. Il fera 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés comme maximal à Korogo, 31 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra comme à Tabou. Il fera 33 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président du Libéria, George Oppong-Weah, est attendu en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril, donc dès aujourd'hui, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il s'agit de sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son arrivée à la tête du Libéria. Le président libérien George Weah va échanger avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ancienne gloire du football a officiellement pris fonction le 22 janvier dernier. Le président togolais Faure Gnassingbé également visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire et son homologue, le président Alassane Ouattara, ont eu un tête-à-tête hier au palais de la présidence au Plateau. Il a été question lors des échanges de la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. Viviane Aimé. Une heure après son arrivée à Abidjan ce mardi matin, le président du Togo, Faure Gnassingbé, était reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont enfermés pour un long tête-à-tête auquel n'ont été associés aucun membre de leur délégation respective. Entretien suivi d'un déjeuner en privé, aucune déclaration n'a suivi. Après le palais présidentiel, le président Faure Gnassingbé devait regagner son pays. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a procédé hier à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'institution. Invité spécial le Rwanda, une vingtaine de projets de loi seront examinés. Il s'agit d'une session désormais unique placée sous le thème du pardon et de la réconciliation. Herman Guivi. Pour cette rentrée solennelle, 238 députés sur 253 que compte l'Assemblée nationale affichent présent. Le quorum est atteint. La deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République peut commencer en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une session qui s'ouvre cette année avec un changement majeur. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander aux députés de leur réserver le plus bel accueil. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée, dont la thématique reposait sur le pardon et la réconciliation. Une réconciliation pour solidifier le développement de la nation, une réconciliation qui appelle certaines dispositions humaines et morales. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés
une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les acteurs politiques à mettre bas la terre, eu égard aux surenchères verbales qui animent le jeu politique sur la question du parti unifié. Invité spécial de cette cérémonie solennelle d'ouverture 2018 de l'Assemblée nationale, Donati Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a fait part à l'Assemblée des actions engagées par le Rwanda pour remonter la pente au lendemain des heures sombres qu'auront traversé son pays. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Passé la cérémonie solennelle d'ouverture, les activités régaliennes de délibération sur les textes de loi reprendront dans quelques jours. Une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale attendent d'être examinés. Leur ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui sera soumis incessamment aux députés pour adoption. Parlons agriculture, plus de 600 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. C'est le montant que la Banque mondiale veut injecter dans la transformation de l'anacarde. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. Pour l'heure, quel est l'état de la campagne plus d'un mois après son ouverture le 15 février dernier? Noël Gnagno répond à cette question. L'anacarde, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée, un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit l'anacarde brute en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton anacarde.
Direction la région de Gontougo où la lutte contre la pauvreté devient une réalité. 150 millions de nos francs ont été mobilisés par le conseil régional pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assurer leur autonomie financière. 300 jeunes et femmes ont reçu leur chèque des mains du ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukone. Mamadou Kwasi. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bondoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café coupé. C'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces femmes de la région de Gontougo, qui attendent des financements de projets. Un cri de cœur entendu par le conseil régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobeno Kossia Djoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer, bien sûr, bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kossonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes. En santé, une campagne nationale de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive a été lancée le 23 mars dernier à Divo, dans la région du Lodjibois. Initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette campagne s'étend du 23 mars au 12 avril prochain dans près de 74 districts sanitaires du pays. Olivier Iriebi, Francois Diou. Distribution gratuite de médicaments contre l'éléphantiasie, la bilharziose, l'onchocercose, la filiarose et les vers intestinaux. Des pathologies appelées maladies tropicales négligées, mais qui font des victimes au sein des populations. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a pris des choses en main. Depuis 2 ans, une campagne est lancée en vue de distribuer des médicaments et sensibiliser les populations contre ces maladies. Sur les 83 districts sanitaires contre notre pays, l'onchocercose est endémique dans 68, avec une population à risque de plus de 3 millions de personnes. La filariose de lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est endémique dans 74 districts pour une population à risque estimée à 21 millions de personnes. En ce qui concerne les géohelminthiases ou vers intestinaux, qui sont transmises à travers le sol, ils sont présents dans tous les 83 districts sanitaires du pays. En 2017, lors de la 2e édition de cette même campagne, plus de 11,5 millions de personnes ont bénéficié de traitements contre ces pathologies. Pour cette année, le programme estime à 13,5 millions la population à traiter au cours de cette campagne, des actions menées grâce à l'appui financier de l'USAID et ses partenaires.
À l'étranger, des tirs ont éclaté hier sur le campus de YouTube à San Bruno, près de San Francisco, aux États-Unis. Selon la police, la fusillade a fait 4 victimes qui ont été hospitalisées. Le tireur, une femme, se serait suicidée. 4 avril 1968, 4 avril 2018, 50 ans après la disparition du pasteur Martin Luther King, la communauté noire se souvient de celui qui a lutté au prix de sa vie pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. I have a dream. Martin Luther King a prononcé cette phrase lors de son discours de Washington le 28 août 1963 sous la statue d'Abraham Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage un siècle plus tôt. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Maï. I have a dream que demain vous serez là. C'est bon? C'est bon, ça marche. À demain. Allez, la suite de Matin Bonheur, c'est avec Mister Écologie, Cédric Lombardo, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Nessie. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Et Marco Jingle? Non, avant le jingle, mesdames et messieurs, nous venons donc de célébrer la Pâques, vous le savez, voilà, l'une des traditions modernes de cette fête dont raffolent les enfants, c'est bien sûr le chocolat. Seulement voilà, depuis le mois de février, des articles de presse nous annoncent la fin du chocolat. Et oui, la Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de cacao, de telles annonces nous ont laissé perplexes. Alors... Effectivement, Marco, quelles menaces peuvent bien peser sur le chocolat et sur nos parents planteurs? La cacaoculture ne serait-elle pas plus durable? On en saura davantage avec Cédric Lombardo qui est avec nous. Voilà, donc on l'a déjà dit, hein, nous allons parler, mais avant, jingle. Alors Cédric, bonjour, rebonjour. La presse internationale annonce la fin du chocolat. Pourquoi ces titres alarmistes? On a une problématique avec le cacao que l'on connaît depuis un petit moment. On a affaire en ce moment à une croissance de la demande mondiale. Donc plus il va y avoir de demandes, plus forcément les gens s'inquiètent sur la capacité de production de cacao. Mais il semble quand même qu'on ait des risques à court terme et des risques sur le long terme. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre un petit peu quelle était la situation du cacao, de comprendre à peu près les dures réalités qui pesaient sur les cacaoculteurs, comprendre le cycle des pressions et surtout voir quelles étaient les solutions que l'on pouvait proposer. Donc la première animation qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les dures réalités du planteur et elles viennent de démarrer. Alors, il y a 3 piliers pour mettre en place un développement durable, on le sait, c'est le pilier économique dans un premier temps, gagner de l'argent. Deuxièmement, le pilier environnemental pour respecter le monde qui nous entoure et le pilier social qui est de respecter les hommes. Et quand on arrive à avoir la conjonction de ces 3 facteurs, à ce moment-là, on a un monde durable devant nous qui se met en place. Et donc, la question c'est, est-ce que la cacaoculture ivoirienne est dans une situation de durabilité ? Donc la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est le cadre économique et on se rend compte que les vergers ivoiriens sont vieillissants. Le premier graphique que vous voyez, c'est à peu près l'âge des vergers, des plantations de cacao en Côte d'Ivoire et on voit que la plupart des cacaocultures, la plupart des vergers en Côte d'Ivoire ont beaucoup plus de 16 ans. Donc forcément, si vous avez une plantation qui a un certain âge, la question suivante qu'il faut qu'on se pose, c'est celle de sa productivité. Et on se rend compte là aussi également que lorsque les plantations ont de 4 ans jusqu'à à peu près 20 ans, la production est toujours en train de grandir, mais attention, à partir de l'âge de 20 ans, la production baisse. Et donc c'est un petit peu ce facteur aussi de la productivité des vergers ivoiriens qui est un petit peu le marché à l'heure actuelle. Et vous voyez bien qu'entre les vieillissements des vergers et la productivité des vergers, vous avez bien un lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Alors, question, là, on termine avec ce cadre, parce qu'il y a des questions qui pleuvent actuellement sur notre site. On y va? Oui, si, on peut y aller. Alors, la question, en 2011, comme celui qui nous écrit là maintenant, en 2011, la Côte d'Ivoire produisait 1,5 million de tonnes de cacao. L'an dernier, 1,8 million de tonnes. N'est-ce pas contraire aux prévisions? Si, absolument. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que déjà en 2011, on avait ce qu'on appelle sur la saison 2010-2011, on a eu la pluviométrie très favorable. C'était le phénomène de la Niña et on le sait, chaque fois que la Niña se manifeste, on a une très belle pluie. Ensuite, donc, là, on avait affiché 1,5 million de tonnes de cacao. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que malheureusement, parfois, il y a une contrebande du cacao et parfois, le cacao va partir sur le Ghana, parfois, il va partir vers le Libéria, vers la Guinée. Il faut regarder les autres facteurs que l'on a eus. Rappelez-vous que pendant la crise socio-économique de Côte d'Ivoire, sociopolitique, le Burkina Faso était subitement devenu un producteur de cacao. On voyait le Burkina Faso exporter du cacao. Donc, il y avait bien une fuite du cacao vers le Burkina Faso. Une fois que le cacao ne fuit plus, grâce à la paix, les chiffres redeviennent intègres pour le pays.
Ensuite, on a eu une augmentation du prix. Donc, lorsque le prix est devenu meilleur en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus de contrebande pour le faire partir vers le Ghana. Donc, de nouveau, on voyait le cacao partir vers les ports et on pouvait à nouveau compter le cacao. Troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est ensuite on a eu Ebola. Quand on a eu Ebola, on s'est rendu compte que le cacao qui pouvait partir, fuir entre guillemets vers le Libéria et vers la Guinée, ne pouvait plus s'évader. Donc le cacao, à ce moment-là, recommençait lui aussi à partir vers le port de San Pedro. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu avec un chiffre de 1,8 million de tonnes, c'est la vérité de la production de Côte d'Ivoire, sans fuite vers le Burkina Faso, vers le Ghana ou vers le Libéria et la Guinée. D'accord. Avant de passer à la prochaine question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rattraper, parce qu'on sait que le Burkina n'est pas producteur de cacao, mais si on le voit exporter le cacao, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de porter plainte? Alors ça, ce sont des questions, j'ai envie de dire, qui sont plutôt diplomatiques. C'est vrai qu'à un moment, pendant la crise, on savait que le cacao partait par le Burkina Faso, mais le Burkina Faso n'a pas de port. Donc il partait au Burkina Faso et ensuite on le revoyait partir soit vers le Togo, soit vers le Bénin. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs pays qui sont impliqués dans ça. Mais de nouveau, si vous avez un pays dans une difficulté socio-économique, socio-politique, comme ça a été notre cas pendant un petit moment, c'est difficile malheureusement d'aller après attaquer les États voisins en disant attention, vous participez à une contrebande. Alors, la carte des impacts du changement climatique montrait que la cacaoculture serait très difficile en Côte d'Ivoire d'ici 2050. Est-ce possible? Alors oui, c'est possible. Alors pour ça, il faudrait tout à l'heure, on avait mentionné ce risque, mais il faudrait qu'on relance un petit peu l'animation qui a été suspendue. Je ne sais pas si on peut le faire en ce moment à l'écran. Voilà. Quand on parlait du cadre économique tout à l'heure, on sait qu'on a une taille moyenne de plantation qui est inférieure à 5 hectares. C'est ce qu'on a vu. Nos plantations sont plus âgées que de 20 ans. Donc forcément, elles sont en train de baisser en productivité. Donc la productivité moyenne inférieure d'une plantation de cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 500 kg par an et par hectare. Et la conclusion, c'est que le planteur, lui, se retrouve avec un revenu net moyen qui est inférieur à 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura acheté ses intrants, une fois qu'il aura acheté les pesticides, qu'il aura acheté un petit peu comment on appelle ça, ses engrais, on se rend compte qu'effectivement, son revenu, lui, va se retrouver affecté. Voilà. Alors malheureusement, je ne sais pas, peut-être qu'on a mal fait les choses avec notre animation, parce qu'elle est encore bloquée sur ça. Voilà. Donc, la question suivante que l'on va se poser, je suis vraiment désolé, il semblerait qu'on a mal préparé ce matin notre travail préparatoire. La deuxième question qu'on se pose, c'est si les gens gagnent de l'argent avec le cacao, entre guillemets, comment se répartissent les revenus entre le planteur et tous les différents acteurs. Donc ici, on a essayé de regarder, grâce à une publication de 2015, la répartition du prix. Si vous avez 100 francs qui sont gagnés dans le cacao dans le monde entier, vous vous rendez compte que 44 francs vont aller chez le distributeur, la vente au détail, en Europe, aux États-Unis, etc. 35 francs iront à peu près chez le fabricant de chocolat. 7,6 francs iront chez le broyeur qui est lui en Côte d'Ivoire. Et le planteur, lui, ne va gagner que 6,6 francs de cacao sur les 100 francs. Donc ça, c'était l'analyse du cadre économique. Maintenant, il faut comprendre aussi quel est le cadre social, la réalité de vie de notre planteur. Donc la moyenne d'âge du planteur ivoirien est de 49 ans, ce qui fait qu'il est déjà très âgé et déjà très fatigué. Le foyer moyen d'un planteur, le nombre de personnes qui vivent dans sa famille, c'est 8 personnes. Vous comprenez qu'avec 2 millions de francs CFA, 49 ans, 8 personnes, c'est difficile. Autre problème social que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas encore parfaitement réglé le droit de propriété terrien. On a une loi de 98, malheureusement elle est difficile à appliquer pour les planteurs, donc le droit de propriété terrien, lui, est le plus souvent informel. Et l'autre problématique que nous avons, c'est que nous avons un faible taux d'alphabétisation. Donc comment arriver à accéder au savoir pour être capable de remettre en place, entre guillemets, tous les savoirs nécessaires. Dernier élément, vous savez que dans l'ancien temps, on avait la SATMACI qui faisait l'encadrement des planteurs. La SATMACI a disparu avec ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel et donc il y a une raréfaction de l'encadrement du planteur. Ce qui veut dire, quand on regarde un petit peu tout ce cadre social, entre guillemets, le planteur est quand même laissé un petit peu aujourd'hui à l'abandon. Et donc la question, c'est qui va prendre la relève? Et enfin, le dernier problème que nous avons, c'est d'observer le cadre environnemental. Ici, vous avez un graphique qui va vous montrer l'évolution ou l'impact plutôt de deux phénomènes qu'on connaît, El Niño qui amène une forte sécheresse en Afrique et La Niña qui amène une forte pluviométrie. Le graphique ici date de 1950 jusqu'à 2006, donc on a quand même une parfaite connaissance des impacts. El Niño, quand c'est rouge, on voit bien que la productivité du cacao s'effondre complètement. Et La Niña, quand c'est bleu, on voit bien qu'au contraire, la productivité du cacao va augmenter. Donc, ça, ce sont des facteurs à très court terme que l'on connaît et on voit comment c'est que ça va influencer sur la productivité. Et les graphiques roses que vous voyez à l'heure actuelle, c'est quand il n'y a pas de phénomène ni El Niño ni La Niña,
on voit que ça aussi, ça peut un petit peu changer. Mais le plus important, c'est de dire que si on a une bonne lecture des phénomènes climatiques de court terme, on est aussi capable maintenant de savoir ce qu'il faut faire en termes de prévision et d'encadrement de nos planteurs. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi une question qui se pose, c'est quelle est la situation du cacao dans l'avenir. Et la carte que vous avez ici devant vous maintenant a été publiée en 2011. Et elle est le fruit d'une analyse qui a été faite sur les conditions climatiques de production de cacao, à la fois en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et sur cette carte, en 2011, vous voyez que tout ce qui est vert, ça veut dire que la situation pédologique, climatique est extrêmement favorable au cacao. Et quand vous voyez des petites pointes oranges, des petites pointes jaunes, ça veut dire que, attention, là, on arrive dans des zones où les conditions géographiques ne sont pas forcément favorables au cacao. Et donc, la question que l'on se pose après, c'est que se passe-t-il en 2050 ? Et c'est la deuxième carte qui va nous arriver. Voilà, donc là, on est toujours sur la carte de 2011, pardon. Et voici maintenant les prévisions que vous avez pour 2050. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus beaucoup de vert en Côte d'Ivoire, ni au Ghana. Et ça, c'est un des facteurs qui inquiète à très long terme qui inquiète à très long terme à la fois l'État, les acheteurs de cacao, mais aussi qui inquiète nos planteurs parce qu'eux, ils le savent déjà que les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Et c'est cette carte-là qui vous montre qu'il y a un risque à 2050 pour la production de cacao. Et la presse internationale parle de risques sur le cacao dans les prochaines années. N'est-ce pas le climat de 2050 qui les inquiète? Absolument. Ça, c'est le climat de 2050, c'est un risque que nous avons à très très long terme. En fait, ce qui se passe en ce moment, comme on le disait, c'est qu'on est en train de revenir vers une croissance du marché mondial. D'accord? Donc, on assiste à une augmentation de la demande de cacao, notamment dans les pays du Moyen-Orient, en Asie et puis un petit peu en Amérique latine. D'habitude, c'est simplement le marché de l'Europe et des États-Unis qui est un gros consommateur de cacao. Et aujourd'hui, l'inquiétude, c'est de dire, mais si les planteurs ne sont pas vraiment dans une capacité de production immédiate, est-ce que nous serons capables de répondre au marché à très court terme? Et en plus, avec les enjeux que nous avons à long terme. Alors, les difficultés que connaissent les planteurs ne sont pas nées en un jour quand même, Cédric. On ne vient quand même pas de les découvrir? Non, parce qu'en plus, le cacao, c'est une très vieille culture, puisqu'elle nous vient d'Amérique latine. Donc, on a déjà observé un petit peu ce qui se passait avec la plantation de cacao en Amérique latine. Et puis, vous avez pratiquement en 1999, il y avait un grand salon du chocolat, du cacao mondial, pardon. Et le CIRAD avait déjà préparé quelques scénarios en disant, attention, si tout va bien, voilà ce qui va se passer. Mais depuis la fin de l'encadrement, avec les risques climatiques que l'on connaît, si jamais il ne se passe rien, voici à peu près les risques qui vont peser sur les cacaoculteurs. Et effectivement, malheureusement, on est un peu en train de se diriger vers le scénario un petit peu catastrophe. Mais si on veut être capable de restaurer un petit peu la situation, le plus important, c'est de rappeler quelles sont les pressions qui sont en train de peser sur le cacaoculteur. Donc ça, c'est la deuxième animation qu'on va laisser dérouler en entier, qui s'appelle le cycle des pressions. Et on a essayé de vous exposer justement les différentes pressions qui vont peser sur le cacaoculteur. Donc bien sûr, pour une durabilité, qu'est-ce qu'il nous faut? Le cadre économique, le cadre environnemental, le cadre social. Donc on va laisser dérouler l'animation sans mettre de pause dessus. Et on va pouvoir analyser ensemble le cycle des pressions. Donc, excusez-moi. Donc, la première chose qu'il faut que l'on regarde ensemble, ça va être forcément les pressions économiques qui pèsent sur le planteur. Oh, zut, c'est long. Je ne sais pas si on peut accélérer. Allez-y. Hop, l'accélérer un tout petit peu. En fait, les pressions économiques qui vont peser sur nos planteurs sont relativement simples et elles auront pour conséquence le déclin de la productivité et de la qualité. On l'a dit, nos planteurs n'ont pas beaucoup de revenus. S'ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils n'ont pas de capacité à investir dans les plantations pour faire de la rénovation des plantations ou à investir en coopérative. Ils ont aussi un faible accès au nouveau matériel végétal. On parle de cacao Mercedes, mais ont-ils les moyens d'accéder à ça? Ou travaillent-ils toujours avec de vieilles espèces végétales un petit peu fatiguées? Ils n'ont pas les moyens pour acheter de pesticides, ils n'ont pas de moyens pour acheter des fertilisants, et une des conséquences, c'est qu'ils n'ont pas de revenus forts, il n'y a pas de prime à la qualité. Les deuxièmes pressions que l'on va observer, ce sont les pressions sociales. Alors ici, on se rend compte que les paysans ont un faible accès aux services essentiels, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, des conditions de vie difficiles. Pas d'accès à la santé, à la scolarisation, un faible encadrement agricole, une faible capacité de rémunération et donc la conclusion, c'est une perte d'intérêt pour la cacaoculture. Il en résulte donc automatiquement un déclin de la productivité et de la qualité. Voilà. Alors,
Cédric, chaque fois, c'est un peu alarmiste. Hein. Voilà, chaque fois, quand vous nous montrez des bilans qui nous font un peu peur, mais heureusement que c'est couplé à des propositions. Absolument, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a observé? Problème économique, problème social, problème environnemental. Donc, il faut briser ce qu'on appelle le cycle des pressions. Pour briser le cycle des pressions, que peut-on apporter comme solution aux cacaoculteurs pour améliorer ses revenus? La première question à se poser, c'est l'augmentation du prix. Vous voyez bien que le cacaoculteur ivoirien, et c'est aussi un petit peu le cas du cacaoculteur ghanéen, n'ont pas forcément de revenus très élevés. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui disent interdisez le travail des enfants dans la plantation et que ces mêmes personnes n'acceptent pas d'augmenter le revenu des planteurs pour que justement ils envoient les enfants à l'école et ils soient capables d'investir dans la plantation. Deuxième facteur qui est nécessaire, c'est de restaurer un petit peu un encadrement agricole. Ça veut dire que quand on a détruit, entre guillemets, la Satmassi dans l'ancien temps, on avait dit le marché privé, le secteur privé va prendre la relève. Mais ça, il a fallu beaucoup de temps. Ça n'est qu'en 2009 qu'on a eu un centre de recherche qui a été créé par Nestlé, par exemple, en Côte d'Ivoire, et qui nous a permis justement de travailler sur de nouvelles semences. Une minute, Cédric. Une minute. Ensuite, il faut aussi améliorer les choses au niveau du cadre social. Ça veut dire qu'on doit retrouver maintenant un maillon qui nous manque entre le planteur et le marché, des personnes qui seront capables de leur favoriser l'inclusion financière, l'accès aux revenus, l'accès à la santé et puis naturellement l'accès au savoir. La troisième chose maintenant qu'il faut faire, c'est travailler sur le cadre environnemental. Le cacao, vous le savez, c'est un arbre qui vit dans les sous-bois, dans les forêts. Il faut donc lui rendre son écosystème. Il faut arrêter la cacaoculture en plein soleil. Et pour lutter contre le changement climatique, les impacts actuels et les impacts futurs, il faut donc ramener le cacao sous ombrage. Mais attention, il faut bien choisir les espèces végétales pour qu'elles soient favorables au cacao. Fertilisation, ombrage, etc. Merci beaucoup, Cédric, pour cet éclairage. C'est toujours un plaisir de vous avoir, nonobstant donc la lenteur de ce que vous nous avez proposé au niveau technique. Mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel y était. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours Absolument. Avec le même plaisir, même toujours avec cette même fougue environnementale. Pub, et on se retrouve pour le dernier déroulé de ce rendez-vous. Sous le parrainage de M. Amadou Koné, ministre des Transports, l'Union africaine des transports publics, UATP, en collaboration avec la SOTRA, organise les 5 et 6 avril 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire un séminaire régional sur le thème planification de la mobilité urbaine durable, professionnels des transports, spécialistes de l'environnement, collectivités locales, associations professionnelles. Ce séminaire est le vôtre. Venez y participer massivement. Infolène 21 75 62 55 01 07 76 13. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. On a presque tous connu une rupture amoureuse, une déception, difficile de s'en remettre, on pleure, impossible de nous consoler. Ah ouais, oui, en Côte d'Ivoire, on appelle le goumin. Voilà, ou si vous voulez, le chagrin d'amour ailleurs. Alors, comment s'en remettre? Est-ce qu'il faut rester récoquillé sur soi-même? Est-ce qu'il faut s'ouvrir? Est-ce qu'il faut tout de suite se mettre en couple? On en parle bien sûr avec notre experte. Elle est bien installée, Madame Bernadette Asso-Nguesson. Elle va nous donner toutes les astuces afin de se remettre rapidement des gourmets, mais avant cet élément. Et pourquoi rapidement? Se sentir déçu par une personne à qui l'on a accordé toute sa confiance, donné de son amour et avec laquelle nous avions un projet d'avenir est toujours une expérience difficile à vivre. Pourtant, le chagrin d'amour, tout le monde est passé par là. Et en Côte d'Ivoire, il a un nom bien particulier. Donc, le chagrin d'amour, comme en Abidjan, on a l'habitude de le dire, c'est le goumé-goumé. Alors je dirais que le goumé-goumé, c'est une période courte ou longue de souffrance qui naît d'une relation amoureuse.
ou encore c'est l'absence de réciprocité des sentiments. Voilà. Le goumé, c'est... On peut appeler ça la maladie de l'amour, déjà. C'est lorsque une personne souffre d'un manque de quelqu'un. On ressent un certain mal en nous, ou souvent on a du mal à se remettre. Où est donc cette personne dont on est tombé amoureuse ou amoureux? Comment retrouver la joie de vivre? Comment oublier un amour passé? Faut-il se complaire dans son chagrin? Chacun y va de sa recette. Moi, personnellement, c'est la prière. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est de passer à autre chose, de vivre sa vie, profiter. L'amour, c'est un sentiment qui est réciproque. Une fois que tu constates que tu n'as plus ta place et que c'est toi qui donnes plus, il vaut mieux te retirer pour éviter de souffrir, parce que la vie est courte. Donc, il faut profiter. Quand j'ai un chagrin d'amour, je m'ouvre, je sors avec des amis, bavader, si je peux voyager, changer d'air, en tout cas quitter le lieu, l'instant qui m'a fait vivre ce sentiment-là. Pour surmonter le goumé, moi je pense qu'il va falloir que tu te balades beaucoup avec des amis et tu fasses beaucoup de lectures et tu vas beaucoup t'amuser. Il faut faire preuve d'espérance, il faut espérer qu'un jour la personne qui est l'auteur de ce goumé-là revienne, ou encore ainsi va la vie. Et s'il y a une autre porte qui est ouverte, je crois qu'il va falloir que tenter sa chance. Ah, chacun d'amour là, est-ce qu'il y a une méthode pour surmonter? C'est le temps, hein. Il faut laisser le temps. C'est le temps, c'est juste le temps. Le temps, et puis voilà, essayer vraiment de s'aérer l'esprit et tout ça. Puis laisser les choses venir. Mais dire qu'il y a une méthode là, moi je la connais pas. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut vivre sa vie. Il ne faut pas vraiment aller sauter. Pour moi, quelque part, quand on a ce genre de mal, c'est de se confier aux personnes. En tout cas, quand on pense qu'ils nous aiment beaucoup, les personnes là vont nous donner certains conseils pour pouvoir nous remettre. Une déception n'est jamais agréable, mais prolonger le monologue intérieur concernant cette personne est néfaste à l'état d'esprit. Il n'y a certes pas de potion magique pour tourner aussitôt la page de l'oubli, mais recommencer à zéro est possible. Car passer les larmes et la douleur, cette épreuve doit aussi aider à grandir et à positiver et retenir que, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas eu de goumin. C'est ce qu'on dit très souvent. Alors, est-ce que la déception amoureuse, vivre après une déception, c'est tout un programme. Hein. Et ça varie d'une personne à une autre ou bien il y a une base commune? La base commune, c'est l'objectif de sortir de là, de vouloir sortir et de se sentir mieux. La base commune, c'est que c'est une vive douleur que l'un et l'autre on ressent. La base commune, c'est aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, aller de l'avant. Parce que la vie ne s'arrête pas à juste une rupture, à un goumé ou à une déception, une désillusion. Il faut aller de l'avant. Et qui sait, si cette rupture est le départ d'une nouvelle vie plus heureuse ou plus fructueuse. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien ou quelque chose pour se renouveler, se remettre en cause et savoir faire les bons choix. C'est un programme, cela. Alors, moi, j'aimerais revenir sur l'origine même. Parce que quand on est petit, on nous fait miroiter certaines choses. Le prince charmant, la princesse. Cendrillon. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est si douloureux, la déception amoureuse? Parce que là, quand on rencontre quelqu'un, on est amoureux, on se dit, c'est pour toute la vie. C'est l'animatrice qui parle, c'est l'animatrice qui parle, mais c'est la... Non, je suis dans la peau des téléspectateurs. D'accord. C'est vrai que l'histoire, le vécu personnel nous enseigne pas mal de choses. Et dans l'éducation ou dans ce qui se passe autour de nous, nous voyons véritablement des personnes amoureuses et qui ne veut pas avoir le bonheur ou la paix, la sérénité dans sa vie. Nous aspirons tous à cela. C'est pourquoi l'imaginaire nous permet donc de fantasmer. Ce sont nos fantasmes qui nous conduisent très loin dans l'amour. Et malheureusement, à rester dans le fantasme qui n'est pas la réalité vraie, si je puis ainsi m'exprimer, nous conduit parfois à se précipiter et à faire des choix qui ne sont pas forcément les bons. Et donc, la problématique serait prendre le temps pour faire le bon choix, pour souffrir le moins possible, le moins longtemps possible, et pourquoi pas, peut-être ne pas avoir à souffrir, mais pouvoir rebondir chaque fois que ces choses-là arrivent.
C'est vrai que notre imaginaire et l'environnement et l'éducation que nous recevons nous fait miroiter le bonheur parfait. Mais c'est cela l'amour. L'amour, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur parfait. Nous sortons d'une situation difficile. Nous nous disons, non, il faut tout de suite rester dans son coin. Non. Le bonheur, c'est cela. Il n'y a aucune douleur, aucun bonheur sans l'autre face qui est peut-être la douleur. Quand vous mangez quelque chose de très appétissant, vous oubliez, c'est tellement appétissant qu'il vous arrive de vous mordre la langue. Il vous arrive de vous mordre l'intérieur de la bouche. Ce sont bien des accidents de parcours qui nous permettent de nous reconcentrer et d'aller à l'essentiel de la vie. Ne surtout pas se précipiter. C'est vrai que nous voulons être dans le bonheur, nous voulons être à deux, parce que toutes ces choses nous sont miroitées, mais il ne faut jamais s'y précipiter. Alors, docteur, parfois, on a l'impression que c'est un véritable exercice psychologique, parce que ça peut arriver de façon tellement violente, on se dit qu'on ne pourra jamais s'en relever, et puis, avec le temps, avec, je sais pas, la religion, d'autres vont se réfugier dans l'alcool, dans la religion ou à d'autres endroits, et c'est impressionnant. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il faut se remettre en question après une déception, après un goumet, se poser des questions ou accepter la situation comme ça, sans brocher? Ah non, ce sont les deux choses, hein. Ce sont les deux. D'abord, premièrement, quand cette situation arrive, il faut d'abord pouvoir l'accepter. Nous disons pouvoir l'accepter parce que le plus difficile, c'est de pouvoir l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, nous passons donc à l'étape supérieure de pouvoir savoir se poser des questions. Il faut absolument se poser des questions et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que parfois, la personne qui prend l'initiative de la rupture vous explique pourquoi. Est-ce que ce pourquoi vous convainc? Est-ce que ce pourquoi est suffisant pour vous? Est-ce que ce pourquoi est acceptable pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative à proposer que de faire la rupture? Donc, oui, il faut se poser les questions et se mettre en cause parce qu'une rupture n'arrive pas pour rien. Une rupture n'arrive pas juste comme ça ou parce que l'autre a vu peut-être une autre personne, peut-être pensant être plus intéressante que vous. Mais si la rupture est arrivée, ça veut dire que quelque chose dans votre relation n'a pas bien fonctionné. Si quelque chose n'a pas bien fonctionné, quelle est cette chose qui n'a pas bien fonctionné? Si la personne veut véritablement en parler encore avec vous, prendre le temps de parler encore avec vous après avoir annoncé cette rupture, c'est bienfaisant pour vous deux, parce que ne pas juste balancer la rupture et tourner son dos et ne plus avoir à rien faire avec la personne avec qui nous avons partagé un certain nombre de choses n'est pas une attitude responsable. C'est preuve d'immaturité. Je romps et je me casse. Comme on dit, on rentre en brousse. Voilà, et on se casse. Ce n'est pas très responsable. Il faut pouvoir s'asseoir et parler de cette rupture. La rupture, nous pensons dans l'idéal, hein, serait quelque chose de consensuel. Mais fort malheureusement... Est-ce qu'une rupture peut être consensuelle? Une rupture peut être consensuelle. Avec tout le mal, tout ce que ça engendre, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter d'une rupture de façon sereine? Est-ce que ce n'est pas dans les films, ça? Non, ce n'est pas dans les films. Je veux vous quitter, je sollicite ta compréhension pour te quitter, chérie. Alors, non. Il y en a même qui partent même sans prévenir, sans dire. Comment est-ce que cette relation est née? Il a fallu à un moment donné en dehors du regard, du premier regard qui attire, et des autres manières et de tout ce qui a pu provoquer donc la rencontre, vous vous êtes bien assis et vous avez parlé, vous avez évoqué le sentiment amoureux, l'attraction, l'attachement, le désir, la passion, tout ce qui entoure l'amour. Vous vous êtes bien assis, vous avez parlé de cela. Alors, au moment où la chose ne marche pas et que chacun veut prendre son chemin, ou vous désirez du moins prendre votre chemin, parce que vous prenez l'initiative de la rupture, il serait bienséant et c'est quelque chose de correct de dire il faut que nous nous asseyions parce que nous ne pouvons plus avancer, nous n'avançons plus dans le même sens. La rupture n'est pas forcément la séparation totale, irréversible,
Ça peut être juste un malentendu. Chacun va dans une voie que l'autre ne comprend pas ou que l'autre ne veut pas. Ça peut être juste qu'il faut prendre du temps pour recadrer les choses. Ça peut être juste une infidélité. Ça peut être juste un désaccord. Mais il faut pouvoir s'asseoir et parler de cela. C'est vrai qu'une rupture amoureuse, la douleur vient, elle est plus intense. Quand on ait eu le temps de parler, de préparer et de décider à son corps et âme défendant la rupture, mais elle est d'autant plus douloureuse que quand on ne la sent pas venir, quand on ne la voit pas venir, et que brutalement, l'autre qui vient vous dire « ça n'est assez, je ne peux plus, je m'en vais ». Et c'est encore plus douloureux quand la personne ne prend pas le temps de vous dire pourquoi elle s'en va, pourquoi elle met fin à cette relation. Et j'ai un exemple, là, j'ai une amie qui a vécu une rupture assez douloureuse. Elle était avec quelqu'un, ça se passait très bien. La personne allait la présenter chez ses parents, ils parlaient même mariage. Tout se passait très très bien. Et un matin, il lui envoie un SMS pour lui dire qu'il veut que ça s'arrête. Le coup classique. SMS, et elle essaie de le rappeler, il ne décroche pas. D'accord. Elle va chez lui, il ne la reçoit pas. Oui. Elle n'a pas pu le voir pendant 6 mois. D'accord. Après le SMS, il n'a plus fait signe de vie. Elle ne comprenait rien. Elle n'a jamais pu faire le deuil de la relation. Et 6 mois après, elle a appris qu'il se mariait avec une autre femme. D'accord. Ils n'ont jamais pu parler. Il n'a jamais pu lui dire pourquoi exactement il a rompu, puisqu'elle était allée voir sa famille, tout ça. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais pu faire le deuil de la relation. Elle continue de pleurer encore. Elle ne s'est pas remise en couple, là. Oui. C'est une façon tragique de faire une rupture, mais cela démontre... Je serais cette personne que je ne perdrais pas mon temps à pleurer davantage sur une personne complètement immature et irresponsable. Ça, c'est un type de personnalité qui a fui. Est-ce que l'amour calcule tout ça? Est-ce que, véritablement, si du jour au lendemain, juste par un SMS, j'envoie un message aussi important dans la vie de nous deux pour dire que la rupture est consommée, quelle a été donc la démarche de présenter à mes parents, de lui donner confiance? Quelle a été? Est-ce que ça n'a pas été une double vie? Pendant que je fais la démarche de te présenter pour te mettre en confiance, j'ai peut-être pris d'autres démarches. Et fort malheureusement, la famille s'est fait peut-être complice de cette situation. C'est un cas spécifique, donc nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Mais nous disons que cette personne ne devrait plus prendre le temps de pleurer pour cette relation-là. Parce que visiblement, c'était une personne complètement inconsciente, immature, une personnalité non construite et qui n'a mijoté que de la tromperie pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas possible qu'avec un SMS, non, ce n'est pas possible. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est vrai qu'ainsi, elle n'a pas eu le temps, donc ce que nous disons tout à l'instant, il faut prendre le temps de parler avec l'autre. Parce qu'il s'agit de quelque chose que nous avons construit ensemble et dont je prends l'initiative individuelle. Mais là, c'est arrivé. Là, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé. La personne a été irresponsable. Maintenant, comment surmonter le goumen dans ce genre de situation? Dans ces situations, déjà, il faut qu'elle commence à se dire « c'est arrivé » et on n'en parle plus. 6 mois après, il faut qu'elle commence à entamer le deuil. Sinon, elle va plonger véritablement dans une dépression. Peut-être que cette dépression est déjà installée. Elle va se plonger dans une dépression et aggraver sa situation parce que la rupture annonce certainement qu'on ne se fait plus confiance. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce que je recherche. Un ensemble de sentiments négatifs qui accompagnent cela. Si vous restez après 6 mois, à dire « ce n'est pas possible, je ne peux pas passer à autre chose, ce n'est pas possible », vous êtes en train de vous enterrer sans le vouloir. Il faut donc, dans une première étape, accepter ce qui s'est passé. C'est arrivé, vous ne pouvez plus rien y changer. Il faut passer à autre chose, surtout que la personne a appris que l'autre a commencé à refaire sa vie par ailleurs. Il faut donc se reprendre en main. Se reprendre en main, c'est tout un programme. Dans l'élément que nous avons vu, chacun y est allé avec les moyens dont il dispose. Cela dépend de la personnalité de la personne qui subit le goumen. D'accord? Quelle est sa personnalité? Comment elle s'est construite? À quel niveau elle est arrivée? Dans son développement psycho-affectif,
Si elle est restée au niveau de l'attachement et que malheureusement, elle s'est attachée à cette personne en substitution de la personne aimée, soit son père, soit sa mère, ou d'une autre personne qui a été substitut donc de l'objet affectif aimé, qu'elle n'a pas pu faire cette séparation, cette personne va naturellement s'enfoncer. Donc il y va de sa personnalité, il y va de son histoire personnelle, il y va aussi de l'expérience qu'elle a acquise par ailleurs et de quel soutien dont elle dispose. Une autre a dit dans l'élément, moi je me suis confiée à Dieu. Nous disons toujours que la relation amoureuse est trop sérieuse et c'est quelque chose qui nous engage pour la vie. Et la personne qui est constructrice de la vie, c'est Dieu lui-même par essence. Ce n'est pas une manière de fuir les choses, mais c'est un soutien certain. C'est un soutien certain pour ceux qui croient. Ils savent que Dieu ne déçoit pas. Puisque nous sommes sa créature, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas destinés à la souffrance et à subir de tels déboires. Dieu ne déçoit pas, mais des fois aussi, il faut respecter ce que Dieu dit. Oui. On s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés où? Exactement. Est-ce que parfois il n'y a pas des indices qui montrent que, attention, Goumen devant, parce que vous ne connaissez pas ses parents, vous ne connaissez pas ses frères, ses sœurs, ses enfants, tout ça, mais vous vous lancez à quoi perdu? Il y a toujours un meilleur ami ou une meilleure amie qui va vous donner des conseils que vous n'allez jamais écouter. Et après, voilà, est-ce que ça ne remet pas en question, comme me dit à l'oreillette ma rédactrice en chef, ça ne remet pas en question la question de l'amour même? Est-ce qu'il faut aimer avec l'accélérateur, avec le frein, avec l'embrayage? Est-ce qu'il faut doser ou bien il faut se lancer puis accepter après d'être vraiment... L'amour a cette chose de fantastique et de formidable, qu'elle nous ouvre l'esprit, qu'elle nous ouvre l'entendement, qu'elle nous ouvre le cœur, qu'elle nous met dans un élan de partage, d'abandon de soi. D'insouciance aussi. D'insouciance parfois. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que d'aimer. Nous sommes destinés à aimer. C'est là la première chose que nous avons à faire en tant qu'être humain, enfant de Dieu sur la terre. Aimer soi-même, aimer l'autre et aimer Dieu. Ce n'est pas dans le bon ordre, mais c'est aimer dans tous les sens. Maintenant, il faut avoir du discernement. Ce n'est pas parce qu'il faut aimer que dans cet élan d'aimer, je ne fais pas attention. C'est vrai qu'on dit que l'amour est aveugle. C'est vrai. Que quand on est amoureux, on n'entend pas. C'est vrai. Cela alterne nos sens. C'est vrai. Mais à se précipiter nous cause bien souvent de gros ennuis. Il faut toujours prendre son temps en ce qui concerne l'amour. Plus on est amoureux, plus on se dit c'est cette personne qui est la bonne, qui répond à mes critères de la première liste, à mes critères de la deuxième liste, à mes critères de la troisième liste. Oui, avec toutes les précautions qu'on prendra, il faut toujours prendre le temps de connaître la personne. C'est pourquoi il est conseillé un cheminement. Un cheminement où on ne s'adonne pas déjà au sexe, où on ne se déprave pas, où on ne se dégrade pas, et où on se réserve véritablement pour aller construire quelque chose de plus positif qui est le mariage dans lequel tout est permis. Mais nous disons aussi, il y a des divorces. Donc, à l'abri de la rupture, personne n'est à l'abri de la rupture. Il faut prendre donc son temps pour faire le bon choix et le choix consensuel, le choix guidé par l'Esprit de Dieu qui a le bon discernement et de bons conseils des personnes aux ressources et prendre le temps de vivre la relation amoureuse tranquillement, sans précipitation et ainsi construire quelque chose de solide sur la vérité, sur la sincérité. Ce sont là les amis qu'on doit se faire quand on est amoureux, l'honnêteté et véritablement se donner donc à l'amour qui fait normalement beaucoup plus de bien que le mal. De mal. Alors, qu'en est-il des relations pansement? Il y a des gens, dès qu'elles sortent d'autres relations, elles se mettent en couple afin d'oublier rapidement, penser leurs blessures. Non. Il y a un certain nombre de précautions à prendre quand on est amoureux et quand on sort d'une déception amoureuse ou simplement, ce n'est pas une désillusion. Il faut bien gérer la transition. Alors, il ne faut surtout pas. La première chose que nous avons dite, c'est d'accepter que c'est fini. La relation est terminée. La deuxième chose, c'est de revenir sur soi, se poser des questions. Quelle est ma part dans cette rupture, même si on ne m'a pas dit les raisons, quelle est ma part?
Se poser donc les questions, revenir à soi. Une fois qu'on a essayé de trouver les éléments de réponse, qu'on les a trouvés avec l'aide de personnes qu'il faut, ou qu'on n'ait pas encore trouvé toutes les réponses, et qu'on est encore dans les questionnements de quelle était ma part, il faut songer à son bien-être. Son bien-être. Car la situation de rupture vous met dans une situation de destruction. Vous créez la dépendance. C'est malheureusement, parfois, quand la personne est partie, qu'on sent qu'il y a de l'attachement, qu'on veut revoir la personne, qu'on devient dépendant affectivement, que la personne manque. C'est toutes ces choses-là qui font que cela est difficile. Mais il faut penser à soi, à son bien-être. Mon bien-être à moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien à mon corps? Est-ce que je dois rester dans cette situation-là? Non. Alors, prendre soin déjà de son corps physiquement. Aller dans les salons de beauté, se faire une belle peau, se faire un beau corps, en le structurant au sport, en l'habituant à l'hygiène. C'est qui sont des choses qui, naturellement, être dans une situation amoureuse ou non, devraient se faire. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'il faut véritablement laisser ces choses-là de côté. Il faut donc prendre soin de son âme, parce que la personne est corps, âme et esprit. Quand j'ai fini de prendre, ou pendant que je prends soin de mon corps physique, je dois prendre soin de mon âme. Et ce qui fait plaisir à mon âme, c'est peut-être les belles lectures, les évasions, des choses positives, agréables. Non pas se précipiter dans une autre relation de celui qui vous disait chaque fois au coin de la rue, vous êtes belle, pendant que vous étiez en couple. Non, surtout pas, c'est un piège. Ne pas se précipiter non plus vers l'ancien, pas celui qui vient de rompre, mais peut-être celui qu'on a laissé dans le placard. Qui était en embuscade. Qui était en embuscade depuis longtemps. Non, il ne faut pas y revenir. Il faut faire plaisir à son âme et à son esprit, se tourner vers le Créateur, vers les choses positives, vers la lecture. Véritablement prendre soin de soi. Soyons réalistes. Prendre soin de soi. Soyons réalistes. Les jeunes d'aujourd'hui, en 2018, là, je connais vraiment... Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas plus quel le genre temps. de lecture? Quel genre de lecture? Mais toute lecture... On va lire des romans à l'eau de rose encore, après une déception amoureuse. C'est justement. Nous pensons à tort que parce que nous avons eu une rupture, une douleur, alors il faut automatiquement se séparer de tout ce qui est agréable, même des affaires de celui qui nous a quittés, ne plus faire les choses qu'on avait l'habitude de faire ensemble. Nous disons prendre soin de soi. Si les musiques que vous avez l'habitude d'écouter avec lui sont des choses... Et on a tendance à écouter du zouk. Voilà. Du zouk, mais qui réveille. Qui réveille, mais oui, vaut mieux bonheur. rester dans des choses qui vous rappellent cela. Ça vous donnera beaucoup plus d'avantages de vouloir sortir de cela que de vouloir fuir systématiquement tout ce qui vous le rappelle. Il faut fuir les amis qui sont en couple? Non. Pour ne pas se rappeler qu'on est seul? Non. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Si la douleur est si intense que voir les autres en couple vous fait beaucoup trop de mal, il faut peut-être un temps, soit peu, prendre du recul pour être avec vous-même. Une retraite spirituelle, par exemple? Oui, peut-être une retraite spirituelle, mais apprendre à être seul avec soi, s'apprécier soi-même, sa compagnie. Parce que très souvent, nous nous oublions dans la relation amoureuse, nous donnons corps et âme, et nous nous oublions de prendre soin de nous-mêmes, d'être avec nous-mêmes. Pleurer aussi, ça fait du bien. C'est l'excellent remède. Prendre le temps de pleurer et de bien pleurer, aussi longtemps que cela est nécessaire. Il faut pleurer. Si votre ami pleure pendant 6 mois, mais pleurer, non pas se lamenter, nous disons pleurer. Pleurer, c'est donc ressortir toute l'émotion contenue là, le ressortir en sanglots. Et s'il y a lieu de crier, s'il y a lieu de pousser des cris, s'il y a lieu de prononcer des mots durs pour sortir ce qui est resté à l'intérieur, oui, il faut pleurer. Non pas se lamenter, mais pleurer sincèrement, à chaudes larmes, car cela est bon pour l'organisme. Quand vous pleurez, vos poumons s'ouvrent. Quand vous pleurez, vos yeux sont
suffisamment imbibé de larmes et c'est bon pour votre vue. Quand vous pleurez, vous avez des larmes, vous avez des morves qui viennent. Cela veut dire que tout le système respiratoire fonctionne bien. Vous ressortez un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes, la morve. Vous crachez. Vous sortez tout ce qui est négatif, qui pourrait constituer donc des choses qui vont vous attacher encore dans la dépression. Oui, il faut pleurer. Il y en a qui ont tendance à diaboliser l'autre, et surtout quand il y a des enfants, utiliser les enfants pour comment dire, pour détester l'autre partenaire. Nous l'avons dit, c'est une personnalité mal construite. Il faut être responsable dans une relation amoureuse. Digne. Et digne, et rester digne. Nous disons que l'amour est trop beau, est trop bien, pour perdre le temps à dénigrer l'autre. Si tant est que la rupture est inévitable, songeons donc à nous préparer à des choses positives et donnons-nous le temps de nous aimer nous-mêmes. De cette sorte, quand l'autre décide de ne plus vous aimer, il vous reste encore à aimer vous-même et Dieu. Merci beaucoup, Mme Bernadette Assou-Nguessan, avec cette très très belle conclusion. On a une pensée pour tous ceux qui vivent, toutes ces personnes qui vivent ces moments difficiles-là. Mais nous, on ne vous quittera jamais. On est avec vous et ça recommence demain. Avec quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Ciao, ciao.